Une chaise en plastique bleu se transforme en missile, tourbillonnant sous la lumière fluorescente avant de s'écraser contre les comptoirs en métal. Le fracas des plateaux qui tombent étouffe les cris, tandis que les téléphones capturent chaque seconde. Au centre, une jeune fille de 17 ans aux yeux perçants et aux mains fermes fait face à 5 agresseurs qui ont commis une erreur cruciale. Ils ont sous-estimé la fille du commissaire Navarro. Mais laissez-moi vous ramener à l'endroit où tout a vraiment commencé, 3 heures avant que le chaos n'éclate dans cette cantine. À l'époque où Hélène Vasquez franchissait ses portes d'entrée, ne portant rien de plus dangereux que l'espoir. Les matins de septembre en Provence sonnent la possibilité. Hélène regarda la voiture de patrouille de son père disparaître au coin de la rue, la laissant seule devant les murs de briques du lycée Saint-Joseph. Les élèves défilaient devant elle en rivière de conversation et de rires, aucun d'entre eux ne sachant que la jeune fille discrète, ajustant le vieux sac militaire de son grand-père, deviendrait bientôt le catalyseur de tout ce qui allait suivre. Les couloirs vibraient de rythmes familiers, les casiers métalliques claquaient, les chaussures crissaient, les voix se superposaient en harmonie complexe de la vie adolescente. Hélène se déplaçait à travers tout cela comme de la fumée, présente mais inaperçue, son esprit analytique cataloguant les schémas sociaux de la même manière que son père lui avait appris à lire les scènes de crime lors de leur longue conversation du soir sur son travail de commissaire. Les cours du matin se sont déroulés dans un anonymat béni. Elle répondait quand on l'appelait, détournait les regards curieux avec des sourires polis, conservait la posture parfaite que son grand-père militaire lui avait inculquée. Vers 11h30, son estomac annonça l'heure du déjeuner et elle suivit la foule vers les portes doubles de la cantine. La salle à manger s'étendait devant elle comme un champ de bataille divisé en territoires. Les élèves de théâtre gesticulaient sauvagement près des fenêtres. Les élèves brillants se regroupaient près de la surveillance des professeurs. Les sportifs dominaient le centre avec leurs voix fortes et leurs épaules larges. Hélène scruta méthodiquement à la recherche d'un terrain neutre où une nouvelle venue pourrait manger en paix. Une petite table près du mur du fond attira son attention. 4 chaises vides, éloignées des principaux axes de circulation, placées de manière à ce qu'elle puisse observer la pièce sans tourner le dos à la foule. Les leçons de son père sur la conscience de la situation étaient devenues une seconde nature. Elle se fraya un chemin entre les tables occupées, ignorant les commentaires chuchotés, et s'installa à la place qu'elle avait choisie. Déballer son déjeuner devint un rituel de normalité. Un sandwich dans du papier brun, une pomme de l'arbre de leur jardin, un thermos de café que son père insistait pour qu'elle boive. La simple routine calma ses nerfs alors qu'elle prenait sa première bouchée, se permettant de croire que peut-être cette transition s'avérerait plus facile qu'elle ne le craignait. L'atmosphère changea. Les conversations tombèrent à des murmures alors que l'attention collective gravitait vers le centre de la cantine. Hélène suivit les regards vers une table où 5 jeunes hommes tenaient court comme des princes, inspectant leur royaume. Celui qui était à la tête portait une veste universitaire avec Moreau brodé sur le dos, l'insigne de capitaine le désignant comme la royauté du lacrosse. Didier Moreau se pencha en arrière avec l'assurance désinvolte de quelqu'un qui n'avait jamais entendu le mot « non ». Ses compagnons gravitaient autour de lui comme des satellites. Kevin, avec sa carrure de seconde ligne et sa menace silencieuse, Adrien dans des vêtements de marque qui criaient l'argentencien, Lucas mettant constamment à jour les réseaux sociaux et Théo trépignant d'une énergie nerveuse qui suggérait une promotion récente dans ce cercle exclusif. Hélène reporta son attention sur son déjeuner, se contentant de rester inaperçue. Mais la distance s'avéra illusoire lorsque les yeux bleus de Didier se fixèrent sur sa position. Il dit quelque chose qui fit se retourner ses amis, leurs expressions passant de la curiosité au calcul. Ils s'approchèrent avec une précision théâtrale. Didier se leva le premier, son entourage se mettant en formation.
Ils traversèrent la cantine comme une armée en marche, les conversations mourant sur leur passage alors que les autres élèves sentaient une confrontation se préparer. Hélène continua à manger, mais sa vision périphérique suivait leur progression, tandis que son esprit calculait les distances jusqu'aux sorties. « Excusez-moi. » La voix de Didier portait les tons cultivés de l'enseignement privé et de la richesse héritée. Je crois qu'il y a eu une confusion ici. Hélène leva les yeux, rencontrant son regard avec un calme constant. À propos de quoi? Son sourire ne vacilla jamais. À propos de l'endroit où vous êtes assise, cette table est réservée depuis un certain temps. Le mensonge glissa, lisse comme de la soie. Hélène jeta un coup d'œil à la table vide, notant l'absence d'objets personnels ou de marqueurs de réservation. Je ne vois aucun signe. Tout ce qui est important n'est pas écrit, grogna Kevin derrière Didier, son cou épais se tendant contre son col. Certaines choses sont juste comprises. Hélène posa son sandwich avec un soin délibéré. La voix de son père résonna dans sa mémoire. Restez calme, évaluez la situation, recherchez d'abord une résolution pacifique. Je m'excuse pour tout malentendu. Il y a beaucoup d'autres tables disponibles. Elle commença à rassembler son déjeuner, mais Didier leva la main. Pas besoin de se précipiter, nous ne sommes pas des gens déraisonnables. Son ton changea, devenant presque amical. Vous êtes nouvelle ici, n'est-ce pas, la fille du commissaire Vasquez? La question plana comme un piège, prêt à se refermer. Hélène hocha la tête prudemment, ne sachant pas où cette connaissance pourrait mener. Ça doit être intéressant d'avoir un père dans les forces de l'ordre, continua Didier, s'installant sur la chaise en face d'elle sans y être invité. Ses amis l'enfermèrent de tous les côtés. J'imagine que vous entendez toutes sortes d'histoires au dîner. Mon père ne parle pas de ses affaires à la maison. La réponse vint automatiquement, une limite apprise tôt dans l'enfance. Bien sûr que non, l'éthique professionnelle et tout ça. Le sourire de Didier s'élargit. Pourtant, les petites villes n'ont pas beaucoup de secrets. L'information circule. Adrien se pencha en avant, sa montre coûteuse captant la lumière. En parlant d'information, vous devez tout savoir sur les candidatures à l'université, n'est-ce pas? La fille du commissaire a probablement tout planifié. La conversation vira de manière inattendue, mais Hélène sentit des courants sous-jacents qu'elle ne comprenait pas encore. Je me concentre sur ma terminale pour l'instant. Approche intelligente, intervint Lucas, levant enfin les yeux de son téléphone. Beaucoup de pression ces jours-ci. Les notes du bac, les moyennes générales, les lettres de recommandation. La concurrence devient intense. Certaines personnes feront n'importe quoi pour avoir un avantage, ajouta Théo, sa voix portant un tremblement nerveux suggérant une expérience personnelle d'un tel désespoir. Une bourrasque de la climatisation dispersa des papiers sur leur section de table. La plupart étaient des documents d'étudiants typiques, mais l'un d'eux attira l'attention d'Hélène alors qu'il flottait près de son coude. Un papier à en-tête officielle de l'université de la Sorbonne, avec un tampon rouge vif, confidentiel. Le document atterrit face visible assez longtemps pour qu'elle aperçoive des fragments. Vérification des notes du bac, enquête sur l'intégrité académique et, plus révélateur, Didier Moreau, tapé en gras dans l'entête. Avant qu'elle ne puisse en savoir plus, la main de Didier s'abattit sur le papier avec une force suffisante pour faire vibrer leur plateau. Il y a du vent ici aujourd'hui. Son ton désinvolte contredisait la tension qui émanait maintenant de sa posture. Ses yeux croisèrent ceux d'Hélène et une clarté cristalline apparut. Elle avait vu quelque chose qui ne lui était pas destiné. La dynamique changea comme des plaques tectoniques qui se heurtent. Les amis de Didier échangèrent des regards, leur désinvolture antérieure remplacée par une méfiance alerte. Hélène garda une expression neutre, mais son esprit passa en revue les implications. Une enquête sur l'intégrité académique impliquant les notes du bac signifiait une tricherie au plus haut niveau, le genre de scandale qui pouvait détruire les perspectives universitaires et les réputations familiales de manière égale.
Vous savez ce qui est intéressant dans les petites villes ? Demanda Didier, rassemblant les papiers éparpillés avec une précision délibérée. Tout le monde connaît les affaires de tout le monde. Il est difficile de garder des secrets. Il fit une pause, étudiant son visage. Mais cela signifie aussi que les gens apprennent à être discrets, à se mêler de leurs propres affaires et à laisser les autres s'occuper des leurs. L'avertissement était subtil mais indubitable. Hélène reconnut le jeu d'échecs verbal qui commençait. Son père lui avait appris à lire entre les lignes, à identifier quand les mots de quelqu'un portaient des menaces enveloppées de plaisanteries. « Je devrais aller à mon prochain cours », dit-elle, attrapant son sac à dos. « Quel cours serait-ce » demanda Adrien, consultant son téléphone. « Il n'est que 12h15. Le déjeuner dure jusqu'à 1h. » La précision de sa connaissance de son emploi du temps lui donna des frissons dans le dos. Ils avaient fait des recherches sur elle, préparé cette rencontre. Ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite se révéla être une embuscade calculée. « Histoire-géographie avec Monsieur Dubois », répondit Hélène. « Salle 247 », précisa Kevin avant qu'elle ne puisse continuer. « Il est généralement flexible quant à l'arrivée anticipée des élèves. Monsieur Dubois a des réunions de professeurs aujourd'hui, ajouta Lucas avec serviabilité. Je l'ai vu sur le tableau d'affichage du département ce matin. Le cours pourrait être retardé. Hélène réalisa avec une inquiétude croissante que sa voie d'évasion avait été systématiquement bloquée. Ces jeunes hommes n'avaient pas seulement fait des recherches sur son emploi du temps, ils avaient suivi les mouvements des professeurs pour s'assurer qu'elle restait piégée dans cette conversation. Le niveau de préparation suggérait une planification plutôt qu'une spontanéité. « Puisque vous avez le temps, » continua Didier avec douceur, « pourquoi ne pas discuter de ce qui fait une transition réussie ? Il y a des règles tacites, des dynamiques sociales que les nouveaux venus comprennent parfois mal. » Son ton restait conversationnel, voire serviable, mais le message sous-jacent résonnait clairement. « Conformez-vous ou faites face aux conséquences. » La formation d'Hélène se mit en marche alors qu'elle évaluait les options. 5 contre 1, encerclés, avec des témoins dans toute la cantine qui semblaient se contenter de se mêler de leurs propres affaires, plutôt que d'intervenir dans ce qui semblait être une conversation amicale. Par exemple, intervint Théo, son énergie nerveuse se manifestant par des gestes rapides de la main. Parfois, les gens voient des choses qui semblent importantes, mais qui ne sont en réalité que des détails administratifs, des paperasses qui ne les concernent pas vraiment. Les candidatures à l'université, les bulletins de notes, ce genre de choses, précisa Adrien. Facile à mal interpréter quand on n'a pas le contexte complet. Le cercle se resserra à la fois physiquement et verbalement. Hélène reconnut la nature coordonnée de leur approche, la façon dont chacun contribuait à des éléments du puzzle plus large de l'intimidation. Il voulait son silence sur tout ce qu'elle avait aperçu dans ce document de la Sorbonne, et ils étaient prêts à employer une pression sociale considérable pour l'obtenir. « Je comprends, » dit-elle prudemment, testant les eaux d'un compromis potentiel. « Tout le monde a des affaires privées qu'il préfère garder confidentielles. » Exactement. Didier se pencha légèrement en arrière, sa posture se relâchant par degrés. La vie privée est si importante, surtout pour les familles dans la fonction publique. Le poste de votre père en tant que commissaire, le travail de mon père en tant que juge. Nous comprenons tous les deux à quelle vitesse les rumeurs peuvent nuire aux réputations. La mention du poste de juge de son père ajouta une autre couche aux dynamiques de pouvoir en jeu. Hélène réalisa qu'elle n'était pas seulement confrontée à une pression sociale de lycée, mais aussi à des obstacles potentiellement institutionnels. Des années de leçons du soir de son père défilèrent dans son esprit. Elle pouvait accepter leurs conditions, promettre la discrétion, probablement s'en sortir indemne. Le choix pragmatique donnerait la priorité à sa propre sécurité et éviterait un conflit avec de puissants adversaires dès son premier jour. Mais cet aperçu du document de la Sorbonne la rongeait la conscience. Si Didier Moreau trichait aux examens,
Il obtenait un avantage injuste sur les élèves honnêtes qui concouraient pour les mêmes opportunités. L'injustice était en conflit avec tout ce que son père lui avait appris sur l'intégrité et sur le fait de faire ce qui est juste, quel qu'en soit le coût personnel. « J'apprécie les conseils », dit-elle lentement, gagnant du temps. « Recommencer nécessite une navigation prudente. »« Intelligente fille », approuva Didier en hochant la tête. Je savais que nous pourrions parvenir à un accord. La célébration prématurée dans sa voix suggérait qu'il croyait la victoire assurée. Hélène reconnut le moment crucial de la décision qui approchait. Elle pouvait capituler et acheter la paix par la conformité, ou prendre position, ce qui déclencherait probablement le conflit même qu'elle espérait éviter. Ses doigts effleurèrent l'insigne militaire de son grand-père toujours attaché à son sac à dos. Le petit jeton de métal représentait un héritage de service et de courage qui s'étendait sur des générations. Soudain, le choix devint clair. « Le truc c'est, » dit Hélène, sa voix gagnant en force à chaque mot, « ma famille ne pratique pas vraiment la conformité silencieuse quand nous sommes témoins d'un acte répréhensible. » La température à la table baissa de plusieurs degrés. Le sourire de Didier vacilla, remplacé par quelque chose de plus froid et de bien plus dangereux. Ses amis se déplacèrent sur leurs chaises, leur façade désinvolte s'évaporant alors qu'ils se préparaient à une confrontation différente. « C'est décevant, » dit Didier doucement. « J'espérais que nous pourrions gérer cela comme des gens civilisés. »« Nous le pouvons toujours, » répondit Hélène. « Vous pourriez me dire la vérité sur ce que j'ai vu et nous pourrions discuter de la bonne façon de le gérer. » Des rires éclatèrent des 5 jeunes hommes, durs et moqueurs. Le son attira l'attention des tables voisines, mais les autres élèves détournèrent rapidement les yeux plutôt que de risquer d'être impliqués. « Vous ne comprenez vraiment pas comment les choses fonctionnent ici. » Adrien secoua la tête avec un étonnement apparent. Ce n'est pas un téléfilm de l'après-midi où les gentils gagnent toujours et où la justice prévaut. C'est le monde réel, ajouta Lucas, son téléphone enregistrant maintenant leur conversation, où les gens intelligents reconnaissent quand ils sont dépassés et ajustent leurs attentes en conséquence. L'appareil d'enregistrement glaça le sang d'Hélène. Quoi qu'il arrive ensuite, cela serait documenté, potentiellement modifié, voire utilisé comme preuve contre elle si la situation dégénérait. Elle reconnut le piège qui était tendu. Il voulait la provoquer à des actions qui pourraient être sorties de leur contexte. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Une nouvelle voix interrompit l'impasse tendue. Madame Garnier, la surveillante de la cantine, s'approcha avec l'expression lasse d'une éducatrice qui avait mis fin à d'innombrables disputes d'adolescents. Ses cheveux gris tirés en un chignon pratique, son attitude pragmatique suggérait des années d'expérience dans la gestion des drames adolescents. « Est-ce que tout va bien ici ?» demanda-t-elle, son regard se déplaçant entre Hélène et les 5 jeunes hommes. « Tout va bien, Madame Garnier », répondit immédiatement Didier, son sourire charmant réapparaissant comme un masque qui se met en place. « Nous aidions juste la nouvelle élève à comprendre certaines traditions de l'école. »« C'est très attentionné, Didier, » approuva Madame Garnier en hochant la tête. « L'intégration peut être difficile pour les élèves transférés. » Hélène réalisa avec un cœur lourd que l'intervention du professeur n'apporterait pas le sauvetage espéré. La réputation de Didier et ses relations familiales lui conféraient une crédibilité que les nouveaux venus ne pouvaient égaler. Sa fenêtre d'opportunité d'obtenir l'aide d'un adulte se ferma avant de s'être complètement ouverte. « En fait, » continua Didier, « nous discutions de l'importance pour les nouveaux élèves de comprendre les dynamiques sociales. Parfois, les gens interprètent mal les situations quand ils n'ont pas le contexte complet. Les mots semblaient parfaitement raisonnables pour les observateurs extérieurs. Mais Hélène entendit des couches de sens sous la surface. Il posait les bases pour discréditer toute accusation qu'elle pourrait faire, établissant un récit où elle était simplement confuse plutôt que d'être témoin d'un acte répréhensible. « Eh bien, c'est merveilleux !» rayonna Madame Garnier devant l'apparente démonstration d'esprit d'école. « Didier, votre père sera si heureux d'apprendre votre leadership. »
La mention du nom du juge Moreau n'était pas accidentelle. Elle servait à la fois de rappel et d'avertissement. L'influence de la famille Moreau s'étendait à toute l'administration scolaire. Hélène regarda Madame Garnier s'éloigner, la laissant plus isolée qu'avant. « Vous voyez comme c'était facile ?» demanda Théo, son énergie nerveuse se concentrant maintenant sur des tapotements contre la table. Parfois, les adultes n'ont pas besoin de connaître tous les détails des interactions entre élèves. Le message résonna clairement. Même lorsque des figures d'autorité étaient présentes, elles pouvaient être gérées et manipulées par ceux qui comprenaient le système. Alors, Didier se pencha à nouveau en avant, sa voix prenant le ton de quelqu'un qui conclut un accord commercial. « Je crois que nous discutions de l'importance de la discrétion. » Hélène croisa son regard avec fermeté, reconnaissant le moment final du choix. Tout ce qui allait se passer ensuite découlerait de sa décision dans cet instant crucial. Elle pensa à l'insigne de son père, représentant des années de service à la justice. Elle pensa au service militaire de son grand-père, défendant des principes plus grands que la sécurité personnelle. Elle pensa aux élèves honnêtes qui pourraient perdre des opportunités au profit de quelqu'un prêt à tricher. « Non », dit-elle simplement. Le seul mot tomba dans la conversation comme une pierre dans l'eau calme, envoyant des ondes de choc à travers le groupe. L'expression confiante de Didier se figea, se transformant lentement en quelque chose de bien plus dangereux. « Pardon ?» demanda-t-il, sa voix portant une note d'incrédulité. « J'ai dit non, je ne me tairai pas sur ce que j'ai vu. Si vous avez triché à vos examens, ce n'est pas une affaire privée, c'est une fraude qui affecte les opportunités des autres élèves. » Le bruit de la cantine sembla s'estomper en un bruit de fond statique alors que la confrontation atteignait son point de basculement. Hélène regarda les 5 jeunes hommes échanger des regards, leur attitude désinvolte antérieure complètement abandonnée. Elle réalisa avec une clarté cristalline qu'elle venait de déclarer la guerre à certains des élèves les plus puissants de l'école. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire », grogna Kevin, son corps massif bloquant davantage sa vue des voies d'évasion potentielles. « En fait, je crois que si, » répondit Hélène, surprise par la fermeté de sa propre voix. « J'ai choisi l'honnêteté plutôt que la commodité. » Les mots semblèrent déclencher quelque chose de primal dans la dynamique du groupe. Les 5 jeunes hommes se levèrent de leurs chaises à l'unisson, leur langage corporel passant de la persuasion à l'intimidation. Les autres élèves de la zone immédiate commencèrent à rassembler leurs affaires et à se déplacer vers d'autres tables, sentant une escalade même s'ils ne pouvaient pas entendre les mots spécifiques échangés. Hélène resta assise, mais ses muscles se tendirent en signe de préparation. Les leçons d'autodéfense de son père résonnèrent dans sa mémoire. Restez calme, évaluez les menaces, recherchez des occasions de vous désengager ou de vous défendre si nécessaire. La formation qu'elle considérait autrefois comme une préparation paranoïaque semblait maintenant profondément pratique. « Dernière chance », dit Didier, sa voix tombant à un murmure qui semblait d'une certaine manière plus menaçant que des cris. « Quittez cette table, transférez-vous dans une autre école, et nous n'aurons plus jamais à nous revoir. »« Ça n'arrivera pas, » répondit Hélène, se levant lentement pour réduire leur avantage de taille. Et proférer des menaces devant des témoins n'est pas la stratégie la plus intelligente. Elle fit un geste vers les tables environnantes où les élèves prétendaient se concentrer sur leur propre conversation, tout en surveillant clairement le drame. Des caméras de téléphone pointaient dans leur direction avec des degrés de subtilité variables, promettant que tout ce qui allait se passer ensuite serait conservé pour la postérité numérique. « Les témoins peuvent être gérés, » dit Adrien avec dédain. « Les preuves peuvent être interprétées de différentes manières, selon qui raconte l'histoire. » La confiance dans sa voix suggérait une expérience de telle manipulation. Hélène réalisa que ces jeunes hommes avaient probablement orchestré des scénarios similaires auparavant, utilisant leur statut social et leurs relations familiales pour contrôler les récits lorsque des conflits survenaient. « En plus, » ajouta Lucas,
son téléphone enregistrant maintenant ouvertement. Parfois, les nouveaux élèves ont des difficultés d'adaptation. Le stress, la paranoïa, le fait de porter des accusations qu'ils ne peuvent pas étayer. Il fit une pause, faisant défiler les flux de médias sociaux. C'est incroyable la vitesse à laquelle les rumeurs se répandent quand les gens sont préparés à croire certains récits. La menace d'assassinat de personnages ajouta une autre dimension au calcul stratégique d'Hélène. Même si elle se défendait avec succès physiquement, il pourrait détruire sa réputation et son statut social avant qu'elle n'ait l'occasion d'établir l'un ou l'autre. Le jeu d'échecs avait évolué au-delà de la simple intimidation pour devenir une guerre psychologique. Pourtant, quelque chose de profond en elle refusait de capituler. Peut-être était-ce l'influence de son père, des années à le regarder s'opposer à la corruption et à la pression. Peut-être était-ce l'héritage militaire de son grand-père, comprenant que certains combats valent la peine d'être menés quels que soient les obstacles. Peut-être était-ce simplement le caractère têtu que sa mère affirmait toujours, allait soit la sauver, soit lui causer de sérieux ennuis. « Faites ce que vous avez à faire, dit-elle doucement, je ferai de même. » Les mots planèrent dans l'air comme un gant jeté. La façade de discours civilisé de Didier s'effondra finalement complètement, révélant une rage arrogante sous un extérieur poli. « Espèce de petite idiote !» Il commença, puis se reprit en remarquant Madame Garnier jeter un coup d'œil dans leur direction à nouveau. Sa voix tomba à un sifflement portant le venin de quelqu'un qui n'est pas habitué à la désobéissance. « Vous pensez que l'insigne de votre père vous protège partout ? Vous pensez qu'il n'y a pas de moyen de gérer les personnes à problème sans se salir les mains ?» Le passage à des menaces ouvertes marqua un point de non-retour. Hélène reconnut qu'une résolution pacifique n'était plus possible si elle l'avait jamais été. Ces jeunes hommes étaient venus préparés à utiliser tout niveau de pression nécessaire pour assurer sa conformité. Son refus les força simplement à révéler leur vraie nature plus rapidement que prévu. « Vous menacez ma famille ?» demanda-t-elle, gardant une voix égale, malgré l'adrénaline qui commençait à monter dans son système. « J'explique la réalité, » répondit Didier. « Votre père travaille pour le département. Le budget du département est approuvé par des personnes qui apprécient la stabilité et la discrétion. Vos candidatures à l'université seront examinées par des commissions d'admission qui reçoivent des recommandations de membres respectés de la communauté. » Une toile de conséquences potentielles s'étendit devant elle comme une carte tactique. L'influence du juge Moreau pourrait en effet avoir un impact sur la carrière de son père, la stabilité financière de leur famille, ses propres opportunités éducatives. Se défendre comportait des risques qui s'étendaient bien au-delà de cette confrontation à la cantine. Mais se rendre comportait des risques différents, une lente corruption du compromis, une érosion graduelle des principes, la connaissance amère qu'elle avait aidé à perpétuer un système de privilèges et de fraude. Le choix entre la sécurité et l'intégrité se présenta avec une clarté saisissante. Hélène redressa ses épaules, imitant inconsciemment la posture de son père lorsqu'il se prépare à procéder à des arrestations difficiles. « Alors nous nous comprenons parfaitement. Vous êtes prêt à détruire des innocents pour protéger vos secrets. Je suis prête à accepter toutes les conséquences qui découlent du fait de faire ce qui est juste. » L'impasse se cristallisa en quelque chose de presque physique, une tension si forte qu'elle sembla vibrer dans l'air entre eux. Autour de la cantine, les conversations moururent alors que les élèves sentirent la tempête approcher. Le cliquetis habituel des plateaux de déjeuner et les bavardages des adolescents s'estompèrent presque complètement, remplacés par une retenue collective du souffle qui précède les événements dramatiques. Kevin fit craquer ses jointures avec une emphase délibérée, le son portant clairement dans l'atmosphère feutrée. Adrien ajusta sa chemise de marque, se préparant à l'action. Lucas continua à enregistrer, tandis que Théo se positionna pour bloquer toute interférence potentielle des autres élèves ou des professeurs. Et au centre de tout cela, Hélène Vasquez, 17 ans, fit face au moment où l'enfance prend fin et où les conséquences de l'âge adulte commencent.
lorsque les leçons théoriques sur le courage et l'intégrité entrent en collision avec le pouvoir et la corruption du monde réel, lorsque le choix entre la sécurité et le principe détermine non seulement ce qui se passe ensuite, mais qui elle deviendra. Le silence s'étira comme un souffle retenu avant que la tempête n'éclate. L'explosion de mouvements survint sans avertissement. Kevin se jeta le premier, son corps massif se lançant en avant avec une vitesse surprenante. Ses doigts épais atteignirent les épaules d'Hélène, avec l'intention de la plaquer contre le mur. Mais la formation de son père se mit en marche instantanément. Elle se décala sur le côté, attrapa son bras tendu et utilisa son élan contre lui avec un fauchage de hanche qui le fit dégringoler dans la table la plus proche. Les chaises en plastique se dispersèrent comme des quilles de bowling alors que les élèves s'éloignaient en criant d'alarme. Adrien se déplaça ensuite, approchant par sa droite avec l'agression calculée de quelqu'un qui avait déjà fait cela auparavant. La chemise de Marc se tendit sur ses épaules athlétiques alors qu'il atteignait son bras, probablement avec l'intention d'effectuer une prise de contrôle. Hélène reconnut la technique grâce aux démonstrations de son père. Elle frappa des points de pression dans son poignet, se libéra et lui asséna un coup de paume sec à ses côtes, avec une force suffisante pour le faire chanceler en arrière. Ses chaussures coûteuses glissèrent sur la boisson renversée et il s'écrasa contre une autre table, envoyant des plateaux de déjeuner voler dans une cascade de nourriture et de débris en plastique. La cantine éclata dans le chaos alors que les élèves réalisèrent qu'ils étaient témoins d'une véritable bagarre plutôt que des postures verbales attendues. Les téléphones apparurent partout, enregistrant sous de multiples angles, alors que les adolescents se précipitaient pour obtenir de meilleurs points de vue ou fuyaient vers les sorties. Le niveau de bruit monta en flèche, avec des cris d'excitation, des hurlements et le cliquetis des meubles renversés. Lucas tente de la contourner par la gauche tout en continuant à enregistrer, croyant apparemment qu'il pouvait documenter sa défaite pour la postérité des médias sociaux. Son attention partagée s'avéra coûteuse, alors qu'Hélène feinta vers lui, puis inversa sa direction pour éviter Théo, qui essaya de l'attraper par derrière. Les deux garçons se heurtèrent dans un enchevêtrement de membres, l'énergie nerveuse de Théo ayant finalement eu raison de sa coordination. Mais Didier Moreau avait observé, apprenant des erreurs de ses amis. Il s'approcha avec l'assurance mesurée de quelqu'un qui n'avait jamais vraiment été défié, qui n'avait jamais subi de véritables conséquences pour ses actions. L'entraînement au lacrosse se manifesta dans sa position équilibrée et ses mouvements contrôlés, alors qu'il tourna pour couper les voies d'évasion. « Assez joué !» grogna-t-il, sa façade polie complètement abandonnée. « Il est temps d'apprendre votre place. » Il feinta haut, puis se baissa pour une prise de lutte qui la jetterait au sol, où son avantage de taille pourrait la clouer. Hélène lut le mouvement, recula pour maintenir la distance et se retrouva pressée contre le bord d'une table de déjeuner sans autre endroit où se retirer. La situation tactique se détériora rapidement alors que les 5 garçons commencèrent à coordonner leurs attaques, utilisant leur supériorité numérique pour submerger son positionnement défensif. C'était le moment dont son père l'avait averti lors de ses longues séances d'entraînement dans leur jardin. Lorsque la résolution pacifique échoue, lorsque l'évasion est bloquée, lorsque le choix devient se soumettre ou se battre avec tout ce que vous possédez. La décision se cristallisa avec une clarté saisissante alors que Kevin se rétablit et rejoignit l'attaque. Hélène planta ses mains sur la table derrière elle et se lança vers le haut, utilisant la surface comme un tremplin pour enfoncer ses 2 pieds dans la poitrine de Didier lors d'un double coup de pied dévastateur. L'impact le fit voler en arrière dans un groupe de chaises qui se dispersèrent sur le sol dans un fracas de métal et de plastique résonnant dans la cantine comme le tonnerre. Elle atterrit accroupie sur la table elle-même, gagnant l'avantage du terrain élevé que son père avait toujours souligné pour plusieurs attaquants. De cette position élevée, elle pouvait voir tous les 5 adversaires et frapper tous ceux qui se trouvaient à portée, tout en rendant difficile pour eux de coordonner des attaques simultanées.
Adrien, toujours essoufflé de sa collision avec les meubles, commit l'erreur de se précipiter directement vers la table. Hélène pivota et enfonça son talon dans son épaule, utilisant son élan ascendant pour amplifier l'impact. Il tourna sur lui-même, s'écrasa contre la ligne de service et envoya un chariot complet de plateaux de déjeuner au sol dans une symphonie de métal qui claque et de nourriture éparpillée. Théo tenta de grimper sur la table du côté opposé, son énergie nerveuse étant finalement canalisée vers une action agressive. Mais les nerfs firent de mauvaises tactiques, et ces mouvements télégraphiés donnèrent à Hélène amplement le temps de préparer une réponse. Elle attrapa l'une des chaises en plastique encore debout à proximité et la balança dans un large arc, attrapant Théo à travers la poitrine et l'abdomen. La force de l'impact le souleva de ses pieds et l'envoya voler dans les airs pour atterrir durement contre le mur de la cantine. Lucas essaya d'être intelligent, attrapant le bord de la table et tentant de la renverser avec Hélène toujours dessus. Elle sentit la surface commencer à s'incliner et prit une décision en une fraction de seconde qui allait soit la sauver, soit la condamner complètement. Au lieu de lutter contre le mouvement, elle l'accompagna, utilisant l'élan de la table pour se lancer dans une chute contrôlée qui la fit atterrir derrière la position de Lucas. Avant qu'il ne puisse se retourner, elle enroula son bras autour de sa gorge dans un étranglement sanguin qui coupa la circulation vers le cerveau sans endommager la trachée. Il se débattit pendant peut-être 5 secondes avant de s'affaisser et elle le déposa doucement sur le sol, plutôt que de le laisser s'écraser inconscient dans le champ de débris qu'était devenue la cantine. Kevin, maintenant remis de sa rencontre antérieure avec les meubles, hurla de rage et chargea comme un ours en colère. Sa taille et son élan le firent paraître inarrêtable, mais Hélène avait appris que les plus gros adversaires offrent souvent les défaites les plus spectaculaires. Elle attendit jusqu'au dernier moment possible, puis se décala sur le côté et tendit sa jambe, dans un balayage parfaitement synchronisé qui attrapa ses chevilles et envoya tous les 100 kilos de lui s'écraser face contre terre dans une table renversée. L'impact résonna dans la cantine comme un tremblement de terre, alors que les élèves qui enregistraient à proximité reculèrent en hâte, les chaises et les débris volant dans